Par deux tout petits propos liminaires. Cher Jackie, je ne sais pas où vous êtes passé, mais Arnaud m'a vendu exactement le même concept. C'est la meilleure des tables rondes. Donc je déduis qu'il en a fait un argument de conviction. Deuxième élément de discussion, c'est que nous avons écrit le sujet avec le mot crise au singulier et que j'aimerais le remettre en question parce qu'en fait, il n'y a pas une crise, mais bien des crises, qu'elles soient d'ordre sanitaire, énergétique, alimentaire, migratoire, environnemental. On le voit bien, la crise est plurielle. Et les crises auxquelles nos sociétés doivent faire face ont sans doute effectivement remis en lumière de façon très accrue non seulement le rôle des scientifiques, des experts, des intellectuels, mais aussi le rôle des citoyens, redéfinissant par la même occasion le lien entre savoir et citoyenneté. Alors, si le savoir joue un rôle crucial dans la citoyenneté, les crises réinterrogent, elles, la place, la forme, le rôle de l'information, de la connaissance et de la décision, et avec elles les sujets de la responsabilité citoyenne, de la participation démocratique et de la résilience des sociétés. Dès lors, plusieurs questions émergent. Je ne serai pas exhaustive, mais parmi elles, comment le savoir influence-t-il la manière dont les citoyens perçoivent et réagissent à une crise ? Quels sont les défis liés à la diffusion d'informations fiables et pertinentes ? Et surtout, comment les citoyens peuvent-ils y accéder pour prendre des décisions les plus éclairées possibles ? Cela pose également la question de la confiance, celle des compétences critiques nécessaires, des enjeux éthiques liés à la gestion et à l'utilisation du savoir en temps de crise. On abordera aussi les sujets d'équité et d'inclusion. Alors on sent bien dans ces questions qu'on pourrait dérouler encore longtemps, que c'est finalement l'ensemble de la société qui est appelée à être, si ce n'est modifiée, à tout le moins questionné dans le cadre de ce sujet. Pour éclairer ces enjeux, j'ai le grand plaisir d'accueillir Jean Jouzel. Bonjour Jean, vous êtes paléoclimatologue, ancien du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Vous êtes directeur de recherche émérite au CEA, membre de l'Académie des sciences et de l'Académie d'agriculture. Et vous faites aujourd'hui de l'éducation écologique l'une de vos priorités. Vous avez d'ailleurs quelques interventions très remarquées ces derniers temps. On y reviendra tout à l'heure au moment des prises de parole. Jean-François Delfrécy, bonjour. Vous êtes à la tête du Comité consultatif national d'éthique et on vous a beaucoup vu en tant que président du Conseil scientifique au moment de la crise sanitaire. Vous êtes immunologiste, spécialiste renommé du VIH et votre parcours est profondément ancré dans le domaine de la santé publique et des virus. Sylvie Brunel, bonjour. Vous êtes géographe, économiste, écrivaine et vous avez longtemps œuvré dans l'humanitaire, notamment chez Action contre la faim, avant de vous consacrer au travail universitaire. Vous enseignez d'ailleurs à la Sorbonne et vous avez récemment publié un ouvrage qui est en fait un plaidoyer, de ce que j'en ai compris, pour cesser de maltraiter ceux qui nous font vivre et qui s'intitule « Nourrir ». Alors, Jean, vous étiez à l'université du MEDEF début septembre. Vous êtes intervenu sur le niveau des émissions des gaz à effet de serre qui sont liés aux combustibles fossiles, qui continuent d'augmenter. Et vous avez insisté sur la nécessité d'aller très vite vers une transition. Patrick Pouyanné, qui était présent, le PDG de Total Energy, vous a opposé, lui, la nécessité, au contraire, d'avoir du temps et vous a opposé un principe de réalité, justifiant ainsi la poursuite de ces investissements pétro-gaziers pour pouvoir assurer, dit-il, la sécurité d'approvisionnement au coût le plus efficace. Alors on voit bien là les difficultés de l'articulation entre le savoir scientifique, le savoir expert et la décision, et quelque part aussi, ça peut interroger l'inaction du politique et des citoyens d'une manière générale. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. Merci Céline. Bonjour à Jean-François, à Sylvie. Merci. Oui, je crois que je vais évoquer deux choses en soi préliminaire, c'est-à-dire il ne suffit pas de savoir pour agir. C'est très clair, c'est ce que dit Patrick Pouyanné, parce qu'il sait. Mais aussi, j'aimerais évoquer dans la conférence citoyenne sur le climat, où effectivement on peut montrer que, disons, si on a une interaction, la communauté scientifique avec les citoyens, ces citoyens peuvent proposer des mesures ambitieuses, pertinentes,
dont j'espère certaines vont se traduire par l'action, mais ce n'est pas si simple, mais c'est ça. Alors, revenons à Patrick Pouyanné. Bon, j'étais invité aux journées du MEDEF, dans une table ronde. Il y avait aussi Luc Rémond, PDG d'EDF, la ministre Agnès Pannier-Runacher et Bertrand Piccard, lui qui est plus sur les solutions. On m'avait simplement invité, effectivement, à faire un propos liminaire sur 3 minutes sur disons, un état des lieux sur le lien entre climat et énergie. C'était le titre autour de cela que j'ai simplement fait cet état des lieux à partir des connaissances de notre communauté. Je peux les rappeler ici rapidement, mais que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce que notre communauté envisage depuis 50 ans, en termes de rythme de réchauffement, d'accélération d'élévation du niveau de la mer, d'intensification des événements extrêmes. Voilà, notre conclusion est que c'est celle du 6e rapport du GIEC, que le réchauffement que nous vivons aujourd'hui est de façon certaine lié à nos activités. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas en discuter, hein, mais disons, voilà, notre communauté est très claire là-dessus. Et je crois que le fait que notre communauté, disons, a correctement envisagé au cours des 50 dernières années ce qu'on vit aujourd'hui, doit nous amener à lui accorder de la crédibilité sur ce qu'elle envisage à horizon 2050 et au-delà. Donc, le rappel également, c'est très clair, c'est lié à l'augmentation de l'effet de serre. Cette augmentation de l'effet de serre, sur les 50 dernières années, elle est pour les 3/4 liée à notre utilisation des combustibles fossiles. Et ça continue. Donc, c'est cela là, le problème. Et ce que nous devrions souhaiter collectivement, c'est prendre des mesures pour que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'adapter sans trop de difficultés au réchauffement climatique dans la deuxième partie de ce siècle et au-delà. Donc l'accord de Paris nous dit que pour cela, il faudrait limiter le réchauffement climatique bien en deçà de 2 degrés, si possible 1,5 degré. Voilà, donc pour limiter le réchauffement climatique, il faut une neutralité carbone. Si on vise 1,5 degré, il faudrait que cette neutralité carbone soit, disons, respectée à horizon 2050. C'est d'ailleurs inscrit dans la loi dans notre pays. Mais le problème, c'est que actuellement, nous partons de façon délibérée vers un réchauffement de 3 degrés à l'échelle planétaire, probablement 4 en France, peut-être un peu plus. C'est ce que nous faisons tête baissée. Donc, en fait, pour avoir des chances de rester sur des trajectoires 1,5 ou même 2 degrés, il faudrait diviser par 2 nos émissions d'ici 2030 à l'échelle planétaire. Donc, voilà, ça, ce sont des... Et donc, j'ai redit cette urgence et j'ai effectivement rappelé l'appel d'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, à ne plus investir ne plus construire de nouvelles infrastructures dans le domaine des combustibles fossiles. Donc ça a été d'ailleurs repris par Fatih Birol, le président de l'Agence internationale à l'énergie. Donc voilà, c'est tout. Donc effectivement, Patrick Pouyanné vous l'avez dit, Céline a simplement, il a d'ailleurs dit qu'il n'a pas contesté du tout ce que j'avais dit en termes qui s'appuient vraiment sur des choses tout à fait connues, hein, je veux dire. Mais effectivement, par rapport au message d'urgence, il faut agir tout de suite. Hein, voilà, eh bien, ça a été un message, on prendra le temps. Alors, ça ne m'étonne pas, hein, c'est pas la première fois que je débat avec Patrick Pouyanné, mais voilà, donc simplement, ce qui m'a surpris, c'est qu'effectivement, j'ai eu l'accueil a été très froid par rapport à ce que j'ai dit, et bon, effectivement, on a senti vraiment, disons, une synergie entre toutes les personnes qui étaient présentes à Longchamp. Il y avait beaucoup de monde, hein, disons, une salle d'applaudissements quand Patrick Pouyanné a dit on fera la transition, mais on prendra le temps. En gros, implicitement, il dit on va vers 4 degrés en France, c'est pas mon problème. C'est ce qu'il est en train de dire, et c'est ça. Et voilà, dire que c'est la vie réelle, ça c'est autre chose. Mais voilà, donc c'est vrai que par rapport au débat d'aujourd'hui, il ne suffit pas de savoir pour agir. C'est le contraire, je crois quand même, je ne vais pas être trop long, mais la Convention citoyenne sur le climat est un exemple inverse. C'est-à-dire que nous avons passé, donc je ne suis pas seul ici à l'être, nous avons passé du temps avec 150 citoyens, et disons, voilà, ça a duré beaucoup plus, largement 1 an. Et voilà, donc on voit bien que une interaction entre la communauté scientifique, le savoir, et puis des citoyens qui au départ n'ont pas forcément du tout de connaissance des débats,
eh bien, permet, je crois, d'arriver à des propositions pertinentes. Voilà, merci beaucoup. Donc, ce sont vraiment ces deux exemples que je souhaite montrer, puis qui sont vraiment opposés. Voilà, donc, merci. Juste pour prolonger un petit peu le propos, on voit bien qu'on est quand même dans un contexte où les opinions, les citoyens, ont une réflexion sur le tempo, la temporalité des décisions qui ne sont souvent pas compatibles avec la vision de l'expert et parfois même la vision du politique. De nouveau, voilà, quel regard vous portez là-dessus? Vous l'avez bien dit dans votre échange, c'est-à-dire qu'il y a une notion d'urgence et en même temps un certain nombre de considérations à prendre en compte. Oui, justement, ce qui m'a surpris pour rester sur le même tempo, c'est que Patrick Martin, patron du MEDEF, 2 jours après, sur France Inter à la matinale, nous dit « Aujourd'hui, les scientifiques nous disent qu'il faut aller vite. » Ça fait 30 ans qu'on le dit ou 40 ans qu'il faut aller vite. C'est ça le problème. C'est le manque d'écoute par rapport à la communauté scientifique. C'est très clair. Quand vous entendez le patron du MEDEF dire « Aujourd'hui, les scientifiques nous disent qu'il faut aller vite », c'est quand même incroyable. Donc c'est là où est le problème était là. Effectivement, il aurait mieux valu prendre les accords de Kyoto au sérieux, voilà, et disons agir plus rapidement, c'est très clair. Donc c'est le message. Je comprends maintenant, c'est très difficile, et je sais la difficulté, y compris la vie réelle qu'évoque Patrick Pouyanné, on pourra en discuter, mais voilà, oui, je suis aussi dans la vie réelle, croyez-le bien, et je vois bien la difficulté d'atteindre ces objectifs, je ne suis pas naïf. Voilà, mais simplement, disons, le message qu'on a essayé de donner, c'est que cette transition, il faudra bien la faire parce qu'on ne peut pas accepter que le climat se réchauffe indéfiniment. Si on ne la fait pas, c'est ce qui se passera. Et voilà, et la faire rapidement n'est pas du tout, au contraire, ça peut être synonyme de dynamisme économique. Pour moi, c'est très clair. C'est voilà, donc d'innovation, de recherche pour notre jeunesse. Donc il faut prendre cette transition à bras-le-corps et non pas, au contraire, la refuser et s'en détourner. Merci Jean. Jean-François Delfrécy, alors j'ai lu un ouvrage cet été qui évoquait une crise d'autorité pendant la crise sanitaire, pendant la pandémie, allant même jusqu'à parler de citoyenneté irresponsable. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Non, je pense qu'une crise sanitaire, enfin, en tout cas telle que celle qu'on vient de vivre, qui est un peu extraordinaire, mais qui probablement se reproduira sous une autre forme dans un temps, j'espère, qui ne sera pas notre génération, mais une autre. Une crise sanitaire n'est sanitaire que début. Elle est très vite, ça devient une crise sociétale et ça peut devenir une crise politique. Alors, en face de ça, on a deux grands éléments de réponse. Des enjeux de santé publique, de décision de santé publique, qui mettent en balance les libertés individuelles vis-à-vis des libertés collectives. Et c'est un premier grand champ d'exploration difficile qui touche notre démocratie. De l'autre côté, il y a l'innovation. La science avance. On part de pas grand-chose. Et puis la science a merveilleusement avancé durant cette crise Covid. Beaucoup plus vite même qu'on aurait pu l'imaginer. Et il ne faut pas opposer ces enjeux de santé publique à l'innovation. Il faut les deux. Je ne suis pas là pour faire le bilan de la crise Covid, puisque j'en ai été un des acteurs, pas un des décideurs, mais un des acteurs. Mais par exemple, si on regarde sur la perte d'espérance de vie d'une nation, qui est un marqueur qui prend en compte tout ce qui a pu se passer au cours des dernières années, la France perd 3 mois d'espérance de vie, l'Angleterre 6 ou 7 mois, l'Allemagne 5 mois, vous voyez, moins bien que nous, l'Italie 7 à 8 mois aussi, l'Espagne 9 mois, et les États-Unis, qui ont été le pays de l'innovation, les vaccins, le Paxlovid, ça vient des US, les bases de données sur les variants, ça vient des US, ils perdent 2,5 ans de durée de vie en 3 ans. C'est-à-dire que, pourquoi ? Parce que l'accès aux soins aux États-Unis se fait dans des conditions qui sont dramatiques, en particulier pour les populations les plus déshéritées. Donc ce qui montre bien que ces deux enjeux sont fondamentaux. Alors en face de ça, on a je vais rejoindre ce que vient de dire Jean, on a 3 partenaires. On a les sachants, les experts, on a le politique et on a le citoyen.
Et c'est fondamental d'avoir le citoyen. Moi, je suis un bébé sida avec des cheveux blancs, mais j'ai appris ça quand j'étais un jeune médecin. La maladie, elle appartient au patient, elle n'appartient pas au médecin. Le citoyen doit être pris en compte. On est là pour l'aider, mais vous êtes là pour donner votre avis sur un certain nombre de grands sujets. Et après, il faut trouver les bonnes modalités de donner cet avis. Et c'est ce triangle de décision, de démocratie, là en l'occurrence en santé pendant la crise, qui a probablement été difficile parce que dans une crise, on a tendance à aller vers des décisions de top-down. Et pourtant, c'est ce qui finalement construit ce qui est essentiel dans une crise, la confiance à la fois des citoyens vis-à-vis des politiques, vous n'en avez pas beaucoup, la confiance des citoyens vis-à-vis des médecins et des scientifiques, et elle a été clairement ébranlée durant cette crise. Donc c'est ce trio fondamental, et j'aurai l'occasion d'en dire un petit mot après, et de revenir sur le processus des conventions citoyennes, qui est important. Alors, la relation science et politique autour d'une crise, les choses sont claires. Il y a deux très bons bouquins, ça vous intéresse. Bouquin de Max Weber du début du XXe siècle qui posait déjà l'ensemble des enjeux, et un bouquin plus destructif de Michel Foucault, disons, il faut protéger le citoyen. Les choses sont claires puisque l'expert est là pour éclairer le politique, et c'est le politique qui décide. Moi, depuis le début, la presse a évoqué à un moment donné, pendant la période de mars-avril 2020, qu'il y avait un troisième pouvoir médical en France. Bullshit, oublié, il n'y a jamais eu de troisième pouvoir médical en France. Non, les experts sont là pour éclairer, et le politique décide. On est une belle démocratie, comme je l'ai rappelé hier, et j'y tiens, parce que cette démocratie, il faut qu'on la conserve en France, et elle est quand même à risque dans les années qui viennent. Donc c'est fondamental de rester sur ce schéma. Le problème, c'est quand l'expert lui-même s'appuie alors que la science n'est pas encore au rendez-vous. L'expertise doit s'appuyer sur la science. C'est la science qui doit guider les décisions. Il ne faut pas qu'il y ait de mélange des genres. On ne peut pas être à la fois un expert et un politique. Il faut choisir son camp. Il faut garder une autonomie. Il faut garder une indépendance entre les deux. Mais l'expert s'appuie sur la science. Et ce qui nous est arrivé en mars 2020, c'est que la science, elle balbutiait au départ. Souvenez-vous, on ne savait pas exactement le mode de contamination de ce virus. Est-ce que c'était par les mains, par le toucher? Est-ce que c'était par voie aérienne? Est-ce que les personnes asymptomatiques pouvaient transmettre? Quels étaient le niveau de particules qui était nécessaire pour transmettre? Enfin, il y avait toute une série de questions où il a fallu quelques mois, et je pense assez vite, pour commencer à débrouiller le fil et à tirer finalement des premiers éléments de la science. À l'inverse, ce virus a été séquencé très vite, et à partir du séquençage du premier virus, c'est là où il y a eu la construction des vaccins mRNA qui sont arrivés beaucoup plus vite qu'on aurait pu l'imaginer. Alors dans cette relation complexe, mais nécessaire entre science et politique, voilà, je vais vous livrer quelques impressions que, pour ceux qui sont intéressés, je sors un livre le 6 octobre qui porte un peu là-dessus. Je ne suis pas là pour vendre mon livre, mais je vous le signale. Voilà. Quelle réflexion? D'abord, moi, je suis un médecin. Je suis un monsieur comme tout le monde. On m'a vécu comme un garde-chiourme. Vous avez dû me vivre comme un garde-chiourme terrible pendant des mois. Non, je suis comme vous. Je suis quelqu'un de normal et je sors de cette crise. Je vais bien, je vous rassure. Je vais bien, mais en me posant des problèmes de jusqu'où avons-nous raison de toucher à certains enjeux de liberté. Et je voudrais revenir là-dessus. Alors, sur la relation avec les politiques, ce qui me frappe, c'est qu'on a en France 300 personnes qui sont des décideurs. 95% de ces 300 personnes sortent de l'ENA. Ils sont intelligents, ils sont très intelligents. Ils ont une très belle mécanique intellectuelle. Ils ont quitté la science en seconde. En seconde. Ils n'ont jamais passé une thèse. Ils n'ont jamais su la tension que représente d'avoir des résultats positifs, et ensuite d'autres résultats. La notion même du doute.
la notion d'une certaine forme d'humilité devant ce qui nous arrive. Ils sont construits pour décider. Alors vous allez me dire, on a une très belle haute administration, hein, je leur dis d'ailleurs, mais elle est coupée de la science. Et je pense que fondamentalement, sur un certain nombre de grandes décisions à prendre en France, j'entendais le débat de tout à l'heure, c'est un manque que nous avons. Il faut qu'on crée de la pluralité dans nos décideurs. À la fois, on évoquait tout à l'heure des gens venant du privé, mais souvenez-vous, il y a 40 ans, on avait des ingénieurs des mines, des ingénieurs des ponts, des X qui rentraient dans la fonction publique. Ils partent tous maintenant dans le privé parce qu'ils sont payés 5 ou 6 fois plus. Et finalement, on se retrouve uniquement avec un corps qui est très homogène, très uniforme, qui se connaît, qui a des codes et qui est coupé de la science. Ce qui fait que ce pays qu'on aime beaucoup, que j'aime beaucoup, se retrouve comme un des pays qui consacrent en pourcentage de PIB un des pourcentages les plus faibles parmi les grands pays consacrés à la recherche. Ils ne savent pas ce que c'est que la recherche. Et on peut reprendre tout ce qu'on veut pour faire de la politique publique. Il faut certes des décideurs, mais il faut s'appuyer sur la science. Et la France va dans le mur, et vous avez dû voir cet éditorial de Louis Gallois dans Le Monde il y a une dizaine de jours, qui dit « Si on ne modifie pas profondément le budget et la vision des chercheurs, la France rentre en deuxième catégorie. » Et ça, c'est du régalien. C'est de la décision politique. Expliquée aux citoyens, mais c'est de la décision politique. Alors, sur la relation avec les politiques, elle a été bonne en France. Hein. Bon, j'ai eu aucune pression. Hein. Ça a été très tendu par ailleurs, mais je n'ai eu aucune pression des politiques pour dire ce qu'il fallait dire ou pas dire. Hein. Je le redis, et ça doit être très clair, contrairement à d'autres pays où la relation entre science et politique a été beaucoup plus complexe, et en particulier aux États-Unis. Néanmoins, il y a des choses qui sont différentes. La notion de temporalité n'est pas la même. La science prend du temps, le politique a besoin de réponses en quelques jours. La notion d'agenda n'est pas le même. Il y a eu plusieurs élections pendant cette crise et la science n'a pas à tenir compte de ces élections. L'agenda n'est pas le même non plus sur une certaine forme d'humilité, hein, de ne pas de prendre des décisions top-down. C'est normal en temps de crise. Hein, on ne peut pas non plus conseiller et consulter la terre entière. Mais faut-il encore les expliquer ? Expliquer pourquoi on prend cette décision. Expliquer qu'il y a eu un choix, qu'il y avait 2 ou 3 hypothèses et qu'on a choisi celle-ci plutôt parce qu'il y avait des arguments qui allaient dans ce sens. Bon. Donc globalement, la France se sort plutôt bien, je dirais en termes sanitaires. Je vous ai donné quelques chiffres, mais il y en a d'autres sur la mortalité de cette crise sanitaire, hein, parce que finalement, vous avez été tous très résilients. On vous a un peu poussé avec le pass sanitaire pour la vaccination, mais vous avez été tous très résilients. Et néanmoins, on peut s'interroger si on n'aurait pas pu faire mieux. Alors, on aurait pu faire mieux. On aurait pu faire mieux en activant ce que j'évoquais au début, qui est mettre un peu plus de démocratie en santé. Pas au début, pas le 12 mars quand il a fallu prendre la décision du confinement, mais après le premier confinement, dans le deuxième confinement, dans celui également du mois de mars 2021. Sur notre relation avec les écoles, la France c'est une volonté du président de la République, a été le pays qui a laissé le plus longtemps les écoles ouvertes. Hein, c'est un choix vraiment fondamental qui a été réalisé. Mais dans quelles conditions, hein, avec des injonctions dans les classes qui arrivaient aux professeurs qui arrivaient le dimanche après-midi pour prendre des décisions le lundi matin. Vous voyez, donc quelque chose de très complexe dans le mécanisme de décision. On aurait dû s'appuyer sur ce que moi j'avais demandé et que je pense qu'ils ont eu tort de ne pas faire, sur l'existence d'une sorte de comité citoyen qui aurait pu, non pas prendre les décisions, c'est bien aux politiques de prendre des décisions une fois de plus, mais donner un éclairage, entre guillemets, sur un certain nombre de sujets qui aurait permis de mieux faire confiance, comprendre à la population et à vous tous ce qui était en train de se passer. Alors, ça pose la question finalement aussi fallait-il aller aussi loin à un certain moment dans la limitation des libertés.
Donc ça pose la question, cette question qui pose deux extrêmes éthiques, qui sont l'autonomie et la liberté individuelle vis-à-vis d'une vision plus collective. On prend des décisions pour protéger l'ensemble de la population. Il y a une tension permanente là-dessus, et finalement, alors même que la France et les plus jeunes vont en ce moment vers une autonomie individuelle et vont vers une notion de liberté, on est en train de rentrer dans quelque chose à l'anglo-saxonne, plus que nous étions, mais aussi on a vu de très belles choses, on a vu des jeunes se faire tester avant les vacances de Noël, alors même qu'ils allaient voir leurs grands-parents. Je veux dire qu'il y a eu aussi des responsabilités de vous tous et des citoyens, et je les en remercie, qui méritent d'être soulignées. Hein. Nous ne sommes pas qu'un peuple égoïste. Vous êtes aussi des gens qui pouvaient parfaitement savoir donner aux autres. Alors, est-ce qu'il y a d'autres moyens? Oui, je pense qu'il y a d'autres moyens, je terminerai là-dessus. Hein, qui est, pour reprendre les propos de Jean, sur un autre sujet que j'anime actuellement autour du débat sur la fin de la vie, qui n'est pas une crise, là, qui est un sujet humain, individuel, très important. Le Comité national d'éthique a émis un avis en septembre de 2022, et à partir de là, et j'avais demandé qu'il y ait ce débat, un grand débat public en France. Et on a mené, avec les espaces éthiques régionaux, plus de 500 débats, et il a été monté une convention citoyenne avec le CESE, sur un modèle proche, mais un peu différent de ce que vous aviez monté sur la Convention citoyenne sur le climat, et j'espère avec des résultats différents. Je me bats pour ça, en tout cas. Alors, pourquoi des résultats différents? Parce que c'est assez extraordinaire. Vous choisissez, c'était à peu près la même chose, 185 citoyens qui ne sont... Statistiquement, ça ne veut rien dire, hein, 185 sur une population française. Et pourtant, dans les 9 week-ends où j'étais avec eux, j'avais l'impression d'avoir une vision de la France en face de moi. Bon. Et qui réfléchissent, qui construisent leurs idées et qui font un certain nombre de propositions. Alors maintenant, on est dans le temps politique, qui est, à partir de ces données, ce qui sera présenté au niveau de la loi et ce qui sera voté par ce qui ne doit pas être opposé. On a d'un côté la démocratie participative et de l'autre côté la démocratie élective, et là non plus, il ne faut pas les opposer. Mais ce modèle, s'il marche, hein, la Convention citoyenne sur le climat avait été passionnante, mais avec un retentissement politique assez faible jusqu'à maintenant. Je souhaite qu'on passe à une deuxième étape d'un truc passionnant avec un vrai retentissement politique et une décision politique. Et on peut s'interroger, je termine là-dessus, si dans notre démocratie, et une fois de plus, je dis que nous avons une très belle démocratie. Arrêtons en permanence les Français de se tirer une balle dans le pied, mais il faut la faire vivre. Et j'aimais bien hier ce qui a été exprimé sous le mot de culture démocratique. Et sur la culture démocratique, on a maintenant des outils, plus peut-être certains référendums, qui permettent d'aller chercher la vision citoyenne avant qu'il y ait un vote à l'Assemblée nationale. Donc voilà très rapidement et trop longuement ce que je voulais vous dire. C'était passionnant, merci. Et une petite question avant de passer la parole à Sylvie. Vous avez dit finalement qu'une crise, ça brouille les repères et les rôles entre le politique, l'expert, les citoyens, au moins momentanément. Vous avez évoqué aussi le sujet du doute. Alors moi, j'aime bien l'approche de Morin qui parle plutôt d'incertitude. Mais de votre point de vue à vous, au regard de l'expérience traversée, c'est quoi les leviers à actionner pour revenir le plus rapidement possible dans une forme d'équilibre entre savoir, citoyenneté, politique, dans un moment de crise? Alors, le moyen actionné, enfin, il y en a deux, c'est la science et la science. Plus vite on a des données scientifiques solides, plus vite l'expertise prend de la valeur, et plus vite on est convaincant vis-à-vis du politique. Et c'est encore la science, parce que si vous me demandez s'il va y avoir une nouvelle crise, je vous répondrai oui. Je ne sais pas quand, je ne sais pas trop avec quel virus. Et il n'y a pas plus difficile que d'anticiper. Et pour anticiper,
à mes yeux, il faut investir dans la recherche fondamentale, sans état d'âme, qui ne sert à rien dans un premier temps, et on a du mal à convaincre les politiques de ça, qui ne sert à rien dans un premier temps, mais qui tout d'un coup va servir 5 ou 6 ans plus tard, parce qu'on aura l'expert qui aura travaillé dessus. Donc, la science et la science. Merci. Sylvie Brunel, on va faire un saut du côté d'un autre type de crise, la crise alimentaire. Demain, qui cultivera la terre et comment ? Alors merci Céline. Je voudrais bien sûr rebondir d'abord sur ce qu'a dit Jean Jouzel en parlant de l'urgence, parce que finalement quand on parle de crise, on parle d'urgence. Il y a aujourd'hui une urgence climatique. Cette urgence climatique, elle demande de trouver des réponses. Les réponses, c'est, vous le savez, l'atténuation, c'est-à-dire limiter les gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et c'est aussi l'adaptation, c'est-à-dire préparer les communautés à ce bouleversement des écosystèmes qui fait qu'aujourd'hui, dans le monde, un nombre croissant de personnes vivent dans des écosystèmes dégradés face auxquels ils n'ont d'autre solution que la migration vers les villes ou migration vers l'Europe ou les pays considérés comme développés. Et puis cette urgence climatique, elle s'accompagne d'une urgence sanitaire dont a parlé Jean-François Delfraissy. Pourquoi ? Eh bien parce que quand vous avez un changement climatique avec une multiplication des épisodes violents et une mondialisation qui provoque la libre circulation des virus, des bactéries, des parasites, eh bien le concept de ce qu'on appelle une seule santé, c'est-à-dire santé végétale, santé animale, santé humaine, est plus prégnant que jamais. Jean-François Delfraissy l'a dit, nous ne sommes pas à l'abri d'une nouvelle crise. La pandémie de Covid, elle a été d'abord, et Antonio Guterres l'a dit, une épidémie de faim. Beaucoup d'ailleurs de ces populations pauvres disaient « nous préférons le virus à la faim, arrêtez les confinements parce que cela nous renvoie dans des situations où nous n'arrivons pas à assurer le lendemain ». Le nombre de personnes qui souffrent de la faim aujourd'hui a bondi, 1 milliard de personnes, c'est-à-dire qu'on a régressé. Le Programme alimentaire mondial a eu le prix Nobel de la paix en novembre 2020 pour son aide en faveur des affamés, mais à côté de ces faims violentes, il y a toute la faim chronique, la faim de la malnutrition, la faim de la pauvreté. Vous l'avez dit, Céline, moi j'ai travaillé 17 ans dans l'humanitaire, à Action contre la faim, à Médecins sans frontières, et ce qui me marque, c'est que nous avons l'impression, nous, en France, que la faim, finalement, c'est une histoire du passé. Nous nous comportons souvent comme des enfants gâtés. Or, quand on regarde, et je le remercie beaucoup de nous accueillir, Frédéric Masquelier, le livre sur Saint-Raphaël, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, l'on voit qu'en 1800, on crée à Saint-Raphaël un bureau des indigents, qu'il faut lutter contre la pénurie de blé, qu'il faut tuer les pies, parce que les pies, eh bien, elles attaquent les récoltes. Et on a oublié cela parce qu'il y a eu les révolutions agricoles, il y a eu toute cette levée de ce qu'on appelle le frein malthusien, c'est-à-dire la compétition entre la population et les ressources. Sauf qu'aujourd'hui, la question alimentaire, elle est revenue au premier plan. Nous sommes de nouveau dans une crise alimentaire. Vous le voyez bien quand on ouvre le journal télé le soir, on apprend qu'un Français sur 5 a du mal à boucler ses fins de mois, que les gens se tournent vers le discount alimentaire, vers les marques de distributeurs, que jamais les banques alimentaires n'ont eu autant de travail. Les organisations caritatives sont submergées par la demande. Donc la faim, ce n'est pas quelque chose de lointain qui ne nous concerne pas. Et ce qui m'inquiète, et ce contre quoi moi je me mobilise, c'est que vis-à-vis de l'agriculture, je ne suis pas sûre que nous prenions les bons choix, à la fois au niveau de l'Europe et au niveau de la France. Tout à l'heure, dans la table ronde précédente, Jean-Marco Moncellato parlait, et je remercie beaucoup Deloitte de nous permettre d'avoir ces rencontres, parce que c'est merveilleux de pouvoir se retrouver ici, eh bien, il parlait de la souveraineté, de la question de souveraineté. Les questions de souveraineté, elles sont revenues au premier plan. Il faut savoir que le monde agricole, après-guerre, il y a eu une espèce de pacte avec les paysans, qu'on leur a demandé de nous nourrir et de nous nourrir à bas prix, de la façon la plus efficace possible. Et ils ont réussi. Les lois d'orientation agricole du général de Gaulle, tout ce qui a été la construction de la politique agricole commune. Et aujourd'hui, eh bien, nous régressons parce qu'au moment où le monde agricole est dans un profond renouvellement, 5 millions d'hectares vont changer demain au cours des 10 prochaines années. La moitié de la production agricole va partir en retraite. Les modèles que nous préconisons sont des modèles qui, à mon avis, sont inquiétants parce que ce sont des petits modèles, des modèles d'une agriculture de petites exploitations, des modèles de
et je les respecte tout à fait, de circuits courts. Tout cela a tout à fait sa place, hein, il ne s'agit pas de les opposer, mais il faut comprendre que dans le monde aujourd'hui, il y a un tout petit groupe de pays dont la France a la chance de faire partie, encore partie, qui détiennent l'arme alimentaire. Et en face, il y a 150 pays qui, eux, doivent importer leur nourriture, dont les paysans vivent extrêmement pauvrement. La Tunisie, la crise tunisienne, c'est une hémorragie de la faim. Ce sont des gens qui partent parce que le coût de la nourriture en Afrique du Nord, au Proche et au Moyen-Orient, flambe. Et puis que ces pays, ils sont confrontés à ce changement climatique très rapide, avec 6% seulement de leurs terres qui sont cultivables, mais la moitié qui ne seront plus cultivables d'ici 30 ans, si l'on ne met pas en place des mécanismes d'adaptation, comme essaie de le faire le Maroc et un ensemble de pays. Donc face à cela, il est absolument nécessaire de trouver les bonnes réponses. Et les bonnes réponses, je suis convaincue, moi, que l'agriculture, dans la grande diversité de ses modèles, les a. Pourquoi ? Parce que cette agriculture, tout à l'heure, Jean, vous parliez de la COP 21 en 2015, l'INRAE, vous parliez de la science aussi, l'INRAE a élaboré ce qu'on appelle le principe de 4 pour 1000. C'est-à-dire que si l'on arrive à accroître de 4 pour 1000 la capacité de stockage du carbone des 30 premiers centimètres du sol, nous arriverons déjà à compenser l'accroissement des émissions de gaz à effet de serre qu'il faudrait par ailleurs combattre, bien sûr, par la transition énergétique. Or, l'agriculture, elle a aussi des réponses dans les énergies renouvelables. Pourquoi ? Parce que la biomasse, quand par exemple le maïs, cette plante qui est toujours détestée, le maïs, quand il pousse, il capte une quantité record de CO2, mais en plus il est totalement substituable au pétrole. Vous pouvez, avec le maïs, faire de la chimie verte, du biosourcé, vous pouvez faire des agrocarburants. Avant, on avait des animaux dans les champs. Aujourd'hui, il faut trouver des moyens de pouvoir trouver de l'énergie renouvelable. On parle du solaire, on parle de l'éolien, mais il faut savoir que les agriculteurs aujourd'hui contribuent à 30% des énergies renouvelables qui sont produites en France par la méthanisation, par tout un ensemble de valorisation de leurs produits agricoles, et qu'il est extrêmement suicidaire pour la France, pour l'Europe, de sacrifier sa puissance agricole avec un certain nombre de mesures qui me paraissent très dangereuses. Par exemple, diminuer les produits de traitement sans avoir la possibilité pour l'instant d'avoir des solutions alternatives. La pression parasitaire, c'est une réalité à laquelle nous sommes confrontés au quotidien, nous, avec par exemple les moustiques, les guêpes, tout ce que nous vivons, les mycotoxines, les cyanobactéries. On voit bien qu'il y a une pression parasitaire qui s'aggrave. Il faut faire attention à ne pas désarmer. Parce que quand on désarme, on est en danger. Alors bien sûr, il faut miser sur la recherche fondamentale, les insectes auxiliaires, ce qu'on appelle l'écologie chimique. Il faut investir dans cette agriculture du futur. Mais il faut faire très attention à ne pas avoir une vision idéalisée du passé. Le passé, c'était la faim, c'était la pauvreté, c'était la précarité. Et dans les nouvelles installations agricoles, beaucoup de ces jeunes qui ont envie de revenir à la terre, ils sous-estiment la pression parasitaire, la pauvreté, la pénibilité du travail des campagnes, qui font que les gens sont partis massivement vers les villes après la Seconde Guerre mondiale. Donc face à cela, quelle réponse il faut apporter, puisque c'est le savoir et la citoyenneté en temps de crise qui nous réunit aujourd'hui. Merci à la revue politique et parlementaire de nous permettre de réfléchir à ça. Moi, je préconise dans mon livre, je ne l'ai pas apporté, Jean-François, mais j'aurais pu aussi l'apporter, Nourrir, cessons de maltraiter ceux qui nous font vivre. Je préconise un service civique agricole, parce que je pense que ces jeunes qui sont dans la solastalgie, qui sont dans l'angoisse de l'avenir, qui ne savent pas comment réparer la planète, si l'on pouvait les accueillir dans les campagnes, mais les campagnes qui inventent l'avenir, les campagnes qui essaient aujourd'hui de mener une agriculture de précision, les campagnes qui essaient d'utiliser le moins d'énergie fossile possible pour produire la plus grande diversité agricole possible, avec une biodiversité qui est d'autant plus importante que c'est une biodiversité nourricière, une biodiversité à laquelle nous tenons beaucoup parce qu'elle fait nos paysages, elle fait la beauté de cette France qui est une France patrimoniale, une France dont la gastronomie a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2010. C'est-à-dire qu'il y a des savoir-faire et il y a tout un ensemble d'inventivité dans cette agriculture qui devrait aujourd'hui montrer à la jeunesse, cette jeunesse qui marche vers le climat, que quand on marche pour le climat, on marche aussi pour l'agriculture. En France, les paysans,
eh bien, ils ont la maîtrise de plus de 53% des territoires français. Quand on ajoute les forêts, et notamment les forêts cultivées, on passe à 85%. Donc il faut le savoir, une prairie, vous savez, aujourd'hui on nous dit qu'il faut abolir l'élevage, mais la moitié des terres françaises sont des terres de prairies. Vous vous rendez compte, la prairie, c'est une infrastructure agroécologique de premier plan. Quand on veut abolir le maïs, formidable plante, première plante alimentaire mondiale, le maïs, c'est une infrastructure agroécologique, une plante très peu traitée, une plante qui abrite une formidable biodiversité, une plante qui est totalement substituable au pétrole. Quand on a ces forêts des Landes, ces forêts, tous ces territoires qui ont été façonnés par la main de l'homme, le Marais poitevin, la Camargue, notre pastoralisme méditerranéen, eh bien, il faut comprendre qu'à nos portes, nous avons de quoi agir, nous avons de quoi créer la confiance chez la jeunesse, le savoir et la citoyenneté par temps de crise, c'est de dire oui, il y a des réponses, oui, nous pouvons trouver des solutions, mais il faut le faire tous ensemble, dans le contexte de l'urgence climatique, dans le contexte de l'urgence sanitaire, dans le contexte de la nécessité de faire appel à la science, mais dans le contexte aussi de croire aux possibilités de l'avenir. Je vous remercie. Merci Sylvie. Le temps file. Je vous propose, il me reste 2 questions avant qu'on ouvre les questions de la salle. Alors, beau timing, hein. Première question, on comprend bien, en tout cas on sent bien dans chacune de vos interventions que tout est lié à tout. Vous reliez les concepts et finalement vous naviguez dans une forme de complexité. Et face à ça, côté citoyen, on sent bien aussi qu'on est dans une société où il y a une fragmentation très forte de l'information et des savoirs. Comment est-ce qu'on peut essayer de résoudre cette tension-là, qui me paraît sans doute un enjeu essentiel aujourd'hui pour arriver à naviguer dans des enjeux, encore une fois, qui sont de plus en plus complexes. Qui a envie de se lancer? Jean? Ouais, moi, je sais pas. D'abord, merci Céline d'avoir, parlé de crise au pluriel, parce que c'est bien ce que Sylvie, tu viens de mettre en exergue aussi. En fait, ces crises, y compris les 3 crises dont nous parlons aujourd'hui, sont largement interconnectées. Hein. Donc voilà, il y a évidemment des conséquences du réchauffement climatique sur la santé des populations très larges. Alors sur les pandémies, il y a toujours beaucoup de discussions, mais généralement, on pense que quand même le réchauffement climatique risque de favoriser effectivement là aussi des pandémies, en tout cas leur expansion. Avec l'agriculture, c'est clair. Donc il y a effectivement aussi des variétés qui au-delà d'une certaine température, commencent à moins produire. Donc on voit bien qu'il y a ce risque. Ces liens sont là, bien sûr, les migrations de population, tout cela est là. Donc oui, pour répondre à la question, moi je m'y suis intéressé. Donc voilà, ce qu'on a proposé, je pense qu'il y a une absence de sensibilisation et d'éducation à la transition écologique. Et donc j'ai consacré les 2 dernières années en particulier à produire un rapport sur la formation et la sensibilisation à la transition écologique dans l'enseignement supérieur. Donc c'est vrai qu'on a, et ça commence à se mettre en place, et je pense qu'une des solutions, c'est effectivement que les jeunes, cette transition, elle peut intéresser un philosophe, un historien, une géographe, tout le monde est concerné, et je pense qu'effectivement l'enseignement supérieur, alors il doit y avoir continuité entre bien sûr ce qu'on fait dans le primaire, disons au collège, au lycée, mais l'enseignement supérieur est complètement délaissé en termes de formation, ça a été dit, hein, donc voilà, les énarques qui, Jean-François, tu l'as dit, disons, voilà, il n'y a pas de formation à la science et généralement à la transition. Donc ça, c'est, je crois, la façon dont, moi, j'ai essayé de contribuer, donc je pense que c'est important, les aspects éducation. Juste un mot pour pendant la crise, je suis assez critique un peu sur ce qui s'est passé sur l'information. Vous étiez tous pendant la période de mars, début avril 2020 derrière vos écrans de chaînes de télé en continu. Et puis après, vous avez lâché parce que... Oui, vous visioconférence avec les collègues pour les scientifiques. Et puis après, il s'est passé des choses difficiles, mais qui en partie aussi liées peut-être à certains médecins.
où chacun devenait un peu expert, entre guillemets, et où les chaînes, pour certaines d'entre elles, ont poussé finalement à la confrontation. Or, la science, il y a des grandes vérités en science. Si je vous dis que vous allez vous brûler avec une eau qui vient de bouillir, vous allez vous brûler. Hein. Moi, je veux bien qu'on remette en cause ça, mais vous allez vous brûler. Et puis, la science, c'est aussi des questions de recherche, c'est-à-dire des choses qu'on ne connaît pas encore, hein, et qui posent questionnement. Et puis après, il y a une troisième étape qui est la controverse entre scientifiques, qui est quelque chose d'assez habituel, hein, dans le milieu, mais qui n'était pas jusqu'à maintenant apparu, entre guillemets, sur la place publique. Et là, les chaînes de télévision ont joué beaucoup sur cette controverse. J'ai essayé à des degrés divers au niveau du CSA de limiter ça qui troublait tout le monde avec des avis différents, avec des répartitions différentes. 80% des Français étaient finalement largement en faveur de la vaccination, et dans les débats, on laissait la place équivalente à quelqu'un qui était anti-vax versus la majorité qui était finalement se faisait vacciner. Donc j'ai un souvenir un peu amer, à vrai dire, je le dis dans le bouquin d'ailleurs, et en citant certaines chaînes, sur ce qui s'est passé. Mais si je quitte cet aspect de crise qui nous a tous interpellés, la vraie question, c'est finalement, est-ce que dans la formation, dans ce qui est en train de se passer avec les réseaux sociaux, est-ce que nous avons envie de croire encore au progrès ? Hein, la phrase, elle est lourde. Hein. Est-ce que nous avons envie de croire encore au progrès ? Ou est-ce qu'au contraire, un certain nombre de gens, en particulier chez les plus jeunes, s'interrogent en disant « mais le progrès que votre génération a construit, a bâti, eh bien, il arrive finalement à ces conséquences que nous avons, en particulier sur l'environnement et sur l'écologie. » Alors, moi, je suis très optimiste de nature, hein, et je le reste, hein, y compris après cette crise. Je reste persuadé que ce qui changera, ce qui séparera toujours l'intelligence humaine de l'intelligence d'un robot, c'est la créativité à certains moments, et finalement cette capacité d'innovation extraordinaire que nous avons. Et il y a des étapes difficiles où le progrès, à un moment donné, tout n'est pas bon à prendre dans les résultats de la science et dans le progrès, mais globalement pour les plus anciens d'entre nous, souvenez-vous d'où nous venions. Il y a 50 ans, la moitié de cette salle ne serait pas là. Il y a 50 ans, la moitié de cette salle, vous ne seriez pas là. Hein ? Et on a tendance à trop l'oublier. Donc fondamentalement, moi je suis de ceux qui pensent que la notion de progrès est un point essentiel de la discussion et qu'il faut maintenant mieux le construire et mieux le présenter. Sylvie, vous voulez rebondir ? Ah oui, moi je suis, en tant que géographe et en tant que femme, je suis totalement convaincue par la nécessité de restaurer la confiance dans la capacité que nous avons à trouver des solutions, c'est-à-dire insuffler à la jeunesse, non pas cette peur de l'effondrement, mais cette idée que on va y arriver, mais on va y arriver sans vouloir revenir au passé. Imaginez quand vous êtes femme, ce que ça voulait dire nos grands-mères, nos arrière-grands-mères qui mouraient en couches, qui n'avaient pas la possibilité de voir grandir leurs enfants, qui faisaient beaucoup d'enfants parce qu'elles en perdaient. Imaginez ce que c'est quand on est femme, de voir qu'en 1960, l'espérance de vie en France, elle était de 65 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie des femmes, alors on a perdu 3 mois, mais elle est de 85 ans pour les femmes. Le taux de mortalité infantile mondial, c'est-à-dire le nombre d'enfants qui meurent avant l'âge d'1 an, ça a été dramatique, y compris dans la royauté française. Les femmes mouraient en couches. Eh bien, ce taux de mortalité infantile, il est passé de 50 pour 1000 en 1990 au niveau mondial, aujourd'hui à 26 pour 1000. C'est-à-dire que nous avons fait des progrès qui se mesurent à travers cet indicateur qui montre quoi ? Qui montre à la fois la santé des femmes, l'éducation des femmes, le réseau de routes, le réseau d'hôpitaux, et puis la capacité de ces femmes à pouvoir prendre en main leur destin. Eh bien, je pense qu'il faut dire aux jeunes, non, l'avenir n'est pas foutu, ce n'est pas en revenant en arrière qu'on trouvera des solutions. L'urgence climatique est là, eh bien, il faut tous ensemble, avec eux. Alors Emmanuel Macron dit une écologie de progrès. Je trouve que ce mot ne me choque pas du tout. Il a été très critiqué. Moi, je trouve que c'est un mot juste
parce que cette écologie de progrès, elle peut recréer la confiance. Merci Sylvie. Alors, vous le savez, j'ai des étudiants dans la salle qui étudient les sciences politiques et les relations internationales. À l'occasion de leur rentrée académique, j'ai partagé avec eux le fait qu'ils étaient cette génération qui, plus encore que leurs aînés, allait devoir gérer des enjeux sans précédent. J'aimerais juste que chacun d'entre vous leur adresse un mot, une idée avec laquelle ils pourraient repartir et cheminer dans les temps à venir. Sylvie ? En tant que professeur, j'ai envie de vous dire, vous êtes la génération qui va trouver des solutions et qui va créer la confiance. Donc surtout, regardez toujours vers l'avenir et pas vers le passé. Ou alors si, regardez vers le passé pour comprendre pourquoi il faut regarder vers l'avenir. Jean. Oui, je suis tout à fait en phase avec cette idée. Je suis personnellement très favorable à l'innovation, à la recherche. Mais il faut bien comprendre, je crois, et je vous y encourage, disons, l'innovation n'a de sens par rapport à l'urgence climatique que si elle contribue finalement à la diminution des émissions ou à l'adaptation au réchauffement climatique. Donc c'est cela aussi qu'il faut bien garder en tête. Disons, bien sûr, je suis pour le progrès, je suis pour les innovations, mais dans le cas qui nous concerne, il faut effectivement, disons, préserver le futur, et ça passe aussi par... il y a peut-être certaines innovations qui ne sont pas, disons, forcément, disons, à promouvoir si elles contribuent à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Voilà un peu le message, mais allez de l'avant. L'innovation, la recherche doivent être au cœur de votre, y compris, et c'est ça qui est important, puisque vous êtes... L'innovation, elle est surtout, elle doit être politique également. Hein, disons, ce qu'il manque disons, à l'échelle de notre planète, c'est beaucoup de solidarité nord-sud. Il y a beaucoup de choses qui... Et on n'y arrivera pas sans solidarité nord-sud, sans disons, je dirais un regard sur ces inégalités croissantes. Donc tout ça est éminemment politique, cette transition. Merci. Jean-François ? Moi, je vais vous donner un message simple. Si vous avez envie, faites-le. Et restez humain. Merci. Je vous propose qu'on prenne les questions de la salle. Je vais faire un peu de favoritisme. Une question étudiante et il y a un monsieur au fond en pull, en t-shirt saumon, juste après. Oui, bonjour, Elsa Plisson, élève en 3e année à HEIP. Pour reprendre vos propos sur la crise climatique et écologique, et notamment l'émergence des théories climato-sceptiques, qui ont montré plus que jamais des disparités d'inégalité d'accès à l'information, et notamment à l'information éclairée et au savoir. Je me demandais comment, dans un monde où tout va très, voire trop vite, garantir un accès égal à chacun à l'information. Oui, une des choses qui me marque actuellement, disons, les enquêtes, effectivement, le climato-scepticisme est en train de reprendre une place relativement importante, et surtout sur les réseaux sociaux. Donc là où votre génération, c'est très clair, il y a un rapport de David Chavalerias, disons, au CNRS, qui s'est bien documenté. C'est vrai que ça nous interroge. Bon, je ne vois pas comment, disons, notre communauté, on ne peut pas non plus faire peut-être... Voilà, donc à part transmettre cette information, c'est aussi une question de confiance avec la communauté scientifique. Mais on ne pourra jamais, je crois, empêcher, je suis comme Jean-François, moi je trouve qu'on est en démocratie, on ne pourra jamais empêcher des gens un certain scepticisme qui en soi est sain, hein, ce n'est pas le problème, nous interroger sur ce qu'on dit en soi. Mais voilà, à un moment, eh bien, il faut aussi, disons, je reprends l'exemple de l'eau bouillante de Jean-François, ben, à un moment, il faut aussi, disons, regarder la réalité de l'expertise. Et ce n'est pas du tout qu'on ne souhaite pas discuter, mais il faudrait... effectivement, que l'ensemble des générations fassent plus confiance à la communauté scientifique qu'elle ne le fait généralement. En tout cas, les réseaux sociaux, disons, ça m'interroge et je n'ai pas de réponse à apporter. Voilà, peut-être les médias. Céline, vous pouvez peut-être répondre aussi. Hein, que font les médias? Donc... Je vais rester en cours avec eux. Monsieur. Oui, bonjour. Yannick Galvin, je suis docteur en écologie depuis plus de 30 ans. Je suis embêté parce que j'aurais plusieurs remarques à faire, mais
je suis totalement en phase avec nos deux intervenants, M. Jouzel et M. Delfraissy. Par contre, j'ai un peu plus de mal avec le discours de Madame. Je suis en phase notamment sur le fait qu'effectivement, il y a une nécessité urgentissime de créer une diversité chez nos décideurs. Il s'avère que j'ai travaillé pendant un temps pour le ministère de l'Environnement et que j'étais un mouton étranger dans un monde de technocrates, pour reprendre les propos d'hier, en tant que scientifique, et que les scientifiques au sein des services ministériels sont rarissimes. Donc, effectivement, la transmission du savoir, elle se fait très, très, très mal. Par rapport à ce qu'a dit monsieur Jouzel, oui, effectivement, ça fait plus de 50 ans que les signaux d'alarme sont tirés dans toutes les disciplines scientifiques sur l'avenir de la planète. On n'a qu'une seule planète. C'est notre maison, c'est bon, voilà, le sens de l'écologie, hein, la connaissance de notre maison. Par contre, par rapport au discours sur l'agriculture, j'ai beaucoup plus de mal parce que il me semble que vous passez largement sous silence tous les impacts du développement de l'agro-industrie depuis 50 ans. Ça a commencé avec le DDT, aujourd'hui on en est au glyphosate. Oui, certes, il faut laisser le temps au système de développement de l'agriculture de s'adapter, mais le problème c'est que ça fait plus de 10 ans qu'on dit qu'il faut arrêter le glyphosate et qu'on nous dit non, mais on ne sait pas faire. En disant les recherches scientifiques, quand on voit l'efficacité de la recherche en termes de santé, on peut se poser des questions sur l'efficacité de la recherche en matière agricole par rapport au développement industriel. Et autre remarque, vous dites qu'effectivement, notamment en rebondissant sur la santé mondiale, que le taux de mortalité infantile a énormément baissé à l'échelle planétaire. Oui, quand on fait des moyennes. Mais pour faire des interventions santé-environnement auprès des écoles d'infirmières, je leur montre, et ça c'est des données disponibles. Est-ce que vous avez, pardon, oui, est-ce que vous avez une question? Je finis juste ça et après je pose ma question. Les données mondiales montrent que cette progression-là, elle n'est pas la même selon où on se trouve sur la planète et qu'il y a d'énormes problèmes encore de développement sanitaire sur l'ensemble de la planète. Voilà. Ma question, elle est plus par rapport... Ah oui, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, la vie. Hein. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire en 2 minutes et il y a des choses qu'on peut dire en 2 minutes. Ma question, c'est... le sujet, c'est citoyenneté et savoir. On a beaucoup parlé de la communication dans un sens, la prise en compte, effectivement, du savoir, mais je n'ai entendu aucune intervention sur quelle est la place de l'avis du citoyen, au-delà du fait qu'il faille le former. J'aimerais bien avoir l'avis de M. Delfraissy, là-dessus notamment. Quelle est la place de l'avis du citoyen? Parce qu'aujourd'hui, moi, c'est ça que j'attends et c'est ce que je pense que nos concitoyens attendent. Je réponds rapidement, mais les deux autres pourraient répondre aussi pour moi. Moi, il me semble vous avoir expliqué que je croyais beaucoup à ce triangle qui est d'une part le décideur politique, l'expert, le médecin en l'occurrence quand c'est sanitaire, le scientifique en général, et puis le citoyen. Et que dans des grandes décisions, des grandes orientations, le système peut conduire à la confiance si on s'appuie sur ce triangle. Et c'est le politique qui doit décider. Je n'ai pas d'état d'âme là-dessus. Mais un politique qui, avant, a été éclairé par l'expertise scientifique et par les nuances que peuvent apporter les citoyens. Et je pense que c'est un enjeu majeur pour notre démocratie en France, hein, qui est, une fois de plus, vous avez compris que j'aime cette démocratie. Et je pense qu'il y en a des outils, on est un peuple intelligent, et on a des outils pour la faire évoluer, hein, si on veut éviter de passer aux extrêmes. Et évoluer, c'est écouter la voix des gens. Alors, je rappelle les conventions citoyennes, celle sur le climat, celle qui vient d'avoir lieu sur la fin de vie, les débats qui peuvent avoir lieu, une série de référendums, pas le référendum qui va être évidemment un référendum politique, comme ça a été très bien dit hier, mais une série de petits référendums sur des questions diverses. Et la voix des citoyens peut s'exercer, peut nuancer. On a très bien vu comment
je l'ai vécu dans les 9 week-ends sur la Convention citoyenne sur la fin de vie, comment ils construisent leur pensée, avec certains d'entre eux qui au début avaient des idées, mais d'autres qui n'en avaient pas du tout, qui ont changé d'avis, qui ont laissé la place à la minorité, qui s'écoutent mutuellement. C'est une façon de construction d'intelligence collective. Alors si c'est pour me faire dire que je suis pour ça, eh bien écoutez, je suis pour ça, plus. Une toute dernière question. Alors, allez, 2, mais vraiment des vraies questions, hein, pas de... On digresse pas. Alors ici, s'il y a un micro. Oui, on vous entend. Je crois qu'il y a une contradiction majeure entre le fait de défendre la science, et vous l'avez fait avec éloquence, et j'espère que depuis cette crise du Covid, il y a effectivement une reprise en main de la science, il me semble que c'est une réalité, mais pour autant, la question sous-jacente quand même, la peur du populisme, la peur de la vox populi, hein, quelque part, on voit ça venir, de gens qui veulent des réponses relativement simples. Est-ce que vous ne croyez pas quand même qu'il y a une contradiction? Car, par exemple, si je prends la question que vous dites du maïs, la plupart des gens pensent que le maïs, c'est la plante abominable qui consomme beaucoup d'eau, etc. Tous les experts disent ce que vous dites, hein, sur le maïs. C'est la plante nourricière par excellence. Quand j'entends vos propos, les uns les autres, vous avez des connaissances, vous méritez plus que la place que vous avez aujourd'hui. Moi, la question, c'est la question du politique. Je vois des politiques faibles aujourd'hui. Je ne vois pas une politique gaulliste. Moi, je suis gaulliste. Je ne vois pas de politique forte dans ce domaine-là. Hein, s'appuyant, et vous l'avez très bien dit, c'est eux qui, au bout du compte, décident. J'ai entendu parler par l'ancien Premier ministre de situationnisme hier, hein, c'est-à-dire qu'avec le gouvernement actuel, on est d'un côté ou d'un autre. On fait monter Greta Thunberg, une gamine qui n'allait pas à l'école, enfin, pour le prof que je suis, c'est quand même un scandale, monter à l'Assemblée nationale. On ne fait pas parler des experts. Voilà. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une contradiction en le fait de la science, du savoir, et le peu de puissance publique qu'il y a aujourd'hui? Voilà, c'est ma question. Jean, elle est pour vous et on clôturera sur Donc, sur votre réponse. Oui, par rapport à cela, bon, j'ai été longtemps au Conseil économique, social et environnemental dans un rapport, disons, et effectivement, on a pris quand même comme exemple des pays qui sont les États-Unis, mais le Royaume-Uni plus proche de nous, d'autres pays qui ont un chief scientist, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, disons, la puissance politique peut s'appuyer vraiment sur la communauté scientifique. Il y a des mécanismes qui existent, ce qui n'est pas le cas en France. Moi-même, je ne vais pas être trop long, mais j'étais président du Haut Conseil de la science et de la technologie pendant 5 ans. Il était théoriquement sous la responsabilité du Premier ministre. Il ne s'est jamais adressé à nous. Hein, donc, enfin, je l'ai rencontré une fois à l'époque. Voilà, donc il y a quand même, il n'y a pas vraiment de mécanisme en France. Effectivement, Jean-François l'a vécu à sa façon. Ça a été mis en place très rapidement, le conseil scientifique, et je pense que ça a bien fonctionné. Mais disons, c'est à chaque fois quelque chose ad hoc. Il n'y a pas vraiment un mécanisme qui fait que, disons, voilà, les décideurs politiques puissent facilement s'appuyer sur la communauté scientifique, savoir sur qui ils peuvent s'appuyer, quelle communauté. Non, moi j'appuie cette vision, c'est-à-dire que par rapport au milieu anglo-saxon, UK, Canada, Australie, enfin tous ceux, ils ont un chief medical officer ou un scientific officer en chef qui est quelqu'un de très indépendant, avec un certain nombre de moyens, qui est indépendant des ministres et qui donne un certain nombre de signaux d'alerte aux autorités. Ce qui nous manque en France, c'est un petit groupe d'experts qui ne joue pas sa carte propre, hein, il faut donner son cœur là un peu et sa science. Et qui, par exemple, disent, et une réunion peut-être 2-3 fois par an avec directement
avec le président de la République et la Première ministre, en leur disant, voilà, dans les 6 derniers mois, il y a tel papier qui est paru et qui va changer probablement les choses dans une perspective bon. Et ça se joue, alors là c'est très particulier, moi je l'ai vécu pendant la crise, et c'est normal d'ailleurs, ça se joue dans l'humain, c'est-à-dire qu'on peut faire toutes les notes du monde, etc., ils savent faire des notes, ça ne marche pas. C'est quand vous voyez les gens en face et que vous les regardez dans les yeux et que vous leur dites, là sur ce point-là, ça va bouger. Et puis, fondamentalement quand même, je rappelle que le PIB consacré à la recherche par la France, le pourcentage du PIB, il est de 2,5. Il est de 3,1% en Allemagne, 3,2% aux Pays-Bas, et il est de 3,6% aux États-Unis. C'est des sommes considérables, 1% du PIB. Hein. Donc ça veut dire que ce pays, parce que ces 300 décideurs n'ont toujours pas compris que si on n'investit pas dans la recherche, on ne dépense pas dans la recherche, on investit, hein, et on crée quelque chose. Bon. Et ben, on va devenir un pays de 2e catégorie. Merci beaucoup à tous les trois. Et je souhaite à toutes et tous un bon appétit.